C'est bon, vous l'avez? Oui, Parfait. Donc, bonjour. Merci encore pour cette invitation et cette introduction. C'est toujours un plaisir de participer à cette matinée d'information et de promouvoir les actions Marie-Soskha-Curie, qui, depuis plus de 25 ans, aident les jeunes chercheurs dans leur activité de recherche et le développement de leur carrière. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter, comme il a été dit, l'action Staff Exchanges, détachement de personnel en français. Donc, Staff Exchange est une action à part avec au cœur la mobilité de chercheurs en portant l'accent sur le détachement de personnel avec une dimension internationale et une dimension intersectorielle. Par rapport aux autres actions de Marie-Soskha-Curie, nous offrons une combinaison d'opportunités et de flexibilité particulières et je vous guiderai à travers les différentes caractéristiques de cette action aujourd'hui. Donc les diapos sont en anglais, ainsi que de nombreux termes et références que j'utiliserai, et ceci afin de vous familiariser avec le jargon employé dans le cas où vous seriez intéressé à participer et à soumettre une application, une proposition. Euh, Ensuite, je vous propose de développer les points suivants, donc avec tout d'abord quelques aspects généraux, puis je vais rentrer dans les détails de l'action avec les règles d'éligibilité, les spécificités du financement, et dans une deuxième partie, je compléterai par les informations pour répondre à l'appel à proposition qui est déjà ouvert. Donc, les actions de Marie-Soskha-Curie sont au nombre de 5. Comme vous le savez, c'est l'un des programmes phares de l'Union européenne pour l'éducation doctorale et la formation postdoctorale des chercheurs. Et donc, avant de commencer, et comme introduction, je voudrais juste vous rappeler les différentes actions dans le cas où vous seriez intéressé par différents types de profils, voilà, qui pourraient correspondre au type de chercheurs et au type de programme pour lequel vous pourriez participer. Donc, tout d'abord, les plus connus, donc Doctoral Networks, donc réseau de formation innovante où l'action est sur la formation de chercheurs en début de carrière de type doctorat. Ensuite, nous avons les Postdoctoral Fellowships, donc les bourses individuelles de recherche et d'innovation pour des chercheurs de type postdoc. Évidemment, nous avons Staff Exchange, donc c'est le détachement de personnel pour la collaboration au niveau international et intersectoriel de consortia et de projets de recherche et d'innovation. Et enfin, nous avons l'action CoFund, qui est le cofinancement de programmes de doctorat ou de bourses individuelles au niveau régional, national et international. Donc, je vous invite à vérifier sur le portail des participants les appels actuellement ouverts pour lesquels vous pourriez participer. Également, comme introduction et pour un rappel global, les objectifs des actions Marie-Soskha-Curie ont en commun la mobilité des chercheurs, donc mobilité transnationale, l'excellence dans la recherche et l'innovation. Elle a également pour but d'assurer la formation de chercheurs, doctorants et postdoctorants par des projets de recherche et d'innovation, d'offrir des possibilités de carrière dans la recherche, et enfin des échanges de connaissances à travers la mobilité des chercheurs, donc une mobilité internationale d'une part, intersectorielle d'autre part, donc c'est des termes que je vais répéter à foison aujourd'hui, mais pour bien mettre l'accent sur cette dimension, et enfin, évidemment, par le cofinancement des activités. Donc, si nous rentrons maintenant dans les objectifs de Staff Exchange, les objectifs principaux sont les suivants. Donc, comme toutes les actions de Marie-Soskha-Curie, une approche ascendante de type bottom-up qui couvre tous les domaines scientifiques de la recherche et l'innovation. Et nous avons en particulier la notion de panel scientifique, donc avec les domaines de chimie, de physique, de mathématiques, sciences sociales et humaines, environnement et engineering. Ensuite, les objectifs ont pour but de promouvoir la collaboration internationale avec le transfert des connaissances, donc une dimension internationale, une ouverture avec la participation des secteurs non académiques, industriels et des PME, ceci est la dimension intersectorielle. Évidemment, la mobilité en tant qu'élément clé de l'action Staff Exchange avec une mobilité transfrontalière. Développer des collaborations à moyen et à long terme autour d'un projet de recherche et d'innovation commun et le développement du réseau professionnel, et ceci afin d'acquérir des compétences complémentaires. Enfin, en effectuant des détachements, Staff Exchange atteint l'objectif de partage des connaissances et idéalement de transfert des idées de la recherche vers un développement économique ultérieur. En outre, le personnel qui est détaché, les membres du personnel développent de nouvelles compétences qui sont transférables, et ceci afin d'améliorer leur perspective de carrière. Et ce qui est unique dans le cas Staff Exchange, c'est que le projet est mis en œuvre par le détachement de personnel uniquement. Ensuite, quels sont les impacts escomptés de cette action? Tout d'abord, du point de vue du personnel détaché, nous souhaitons le développement des compétences de recherche par le transfert entre secteurs et domaines d'activité,
conduisant à une amélioration de l'employabilité et des perspectives de carrière au sein et en dehors du milieu académique. Les membres du personnel verront leurs connaissances et leurs idées innovantes converties en produits et services. Ils profiteront également d'une exposition internationale accrue et le développement de leur réseau professionnel. Enfin, ils bénéficieront de capacités renforcées de mise en réseau et de communication avec les pairs scientifiques, ainsi qu'avec le grand public, et ceci afin de pouvoir augmenter l'impact de leur recherche et de l'innovation. Du point de vue des organisations participantes, ce que nous espérons, c'est que les échanges de personnel offrent des moyens innovants de coopération et de transfert des connaissances entre les secteurs et les disciplines. Ils devraient également renforcer la capacité de recherche et d'innovation de ces organisations participantes et la disponibilité de ressources humaines avec des chercheurs hautement qualifiés, y compris des experts dans le domaine. Enfin, ces détachements pourront conduire également au développement de réseaux de collaboration renforcés et élargis aux 3 niveaux, donc le niveau international, interdisciplinaire et intersectoriel. Je rentre maintenant un peu plus dans le détail concernant l'action Staff et Change, et avec en particulier les règles d'éligibilité et les règles de participation. Donc, premièrement, tous les pays peuvent participer à l'action Staff et Change. Toutes les nationalités peuvent participer à l'action Staff et Change car les détachements sont centrés sur le personnel de staff et non pas sur les individus et nationalités comme ça peut être le cas pour d'autres types d'actions. Le terme de consortium inclut à la fois les bénéficiaires et les organisations partenaires des pays tiers. Donc, un petit aparté concernant les bénéficiaires. Les bénéficiaires sont les organisations qui signent l'accord de financement, l'accord de subvention et reçoivent directement le financement. Ces bénéficiaires sont situés dans l'Union européenne ou dans des pays associés au programme cadre Horizon Europe, ce que je qualifierai par la suite d'européens, donc pays européens. Nous avons également les organisations partenaires qui ne sont pas bénéficiaires et elles ne signent pas l'accord de subvention. Par contre, certaines de ces organisations partenaires peuvent recevoir un financement. Et ces partenaires situés sur des continents autres que l'Europe, que je qualifierai par la suite par pays tiers non européens. Il n'y a pas de règle de mobilité, mais des détachements éligibles ou non au financement. Je voudrais faire un deuxième encart ici concernant la définition du secteur académique qui est propre aux actions Marie Sklodowska-Curie. Donc, tout d'abord, le secteur académique comprend les établissements d'enseignement supérieur publics ou privés, avec des formations diplômantes, ou des organismes de recherche publics ou des organisations privées à but non lucratif dont la mission principale est de mener de la recherche, ou alors enfin les organisations internationales d'intérêt européen. Donc si vous tombez selon l'un de ces 3 critères, vous seriez catalogué comme secteur académique. Par contre, si vous ne tombez pas sous le coup de ces 3 points, de cette définition, vous serez alors catégorisé comme secteur non académique. Et typiquement, cela comprend l'industrie, les PME, certains hôpitaux ou cliniques, les musées, les organisations non gouvernementales. Alors, ceci est important par la suite lorsque l'on parlera des mobilités entre secteurs, pour la mobilité sectorielle, pour la dimension sectorielle. Enfin, concernant l'éligibilité pour mettre en place un consortium, donc le consortium compte au minimum 3 organisations indépendantes de 3 pays différents, dont 2 sont situés dans un pays membre ou un pays associé, au programme cadre Horizon Europe. Si toutes les organisations du consortium sont localisées dans un pays européen, elles doivent être de différents secteurs, c'est-à-dire soit académiques, soit non académiques. Les activités seront réalisées par les détachements du personnel entre ces différentes organisations dans différents pays et différents secteurs. Il n'existe pas de taille typique ni de structure optimale des consortia, mais un certain impact est attendu ainsi qu'une qualité d'implémentation optimale. Le projet est construit autour de la recherche et l'innovation, donc la recherche fondamentale ou recherche appliquée d'une part, mais également autour de l'innovation, et ceci afin de soutenir l'entrepreneuriat et aider à transformer les idées en produits-services innovants. Par l'expérience, un consortium est constitué en moyenne de 6 à 10 organisations. La durée maximale d'un projet est de 4 ans, et le budget maximal, c'est-à-dire que la subvention maximum qui peut être demandée, est de 1 656 000 € par projet. Donc, après avoir présenté les organisations, je vais maintenant vous parler des personnels et du staff. Donc, comme je l'ai déjà dit et je le rappelle, ce qui est unique dans cette action par rapport aux autres actions de Marie Sklodowska-Curie, c'est la participation du staff, du personnel et de leur détachement. Il n'y a pas de recrutement dans Staff Exchange. Par définition, le personnel a une forme de contrat avec son organisation d'origine. Typiquement, le personnel est employé par son organisation,
Mais il existe également d'autres formes de contrats conformes à la législation nationale et aux pratiques internes. L'organisation doit avoir des moyens légaux en termes de contrôle, de supervision et de direction sur le personnel détaché. Les chercheurs détachés peuvent être des doctorants, des post-doctorants, mais également des techniciens ou du personnel administratif, à condition que ces personnels réalisent les objectifs de recherche et d'innovation du projet. Le personnel doit avoir les compétences et les aptitudes pertinentes pour réaliser ces objectifs. En d'autres termes, nous ne finançons pas d'échanges purement administratifs, genre gestion de projet ou purement communication. Enfin, le personnel doit avoir été en activité ou associé à des activités de recherche depuis au moins 1 mois avant le premier détachement. Chaque personnel est détaché pour une période de minimum de 1 mois et pour un maximum de 12 mois pendant la durée totale du projet. Il est possible de fractionner et de combiner les échanges vers différents partenaires. Les détachements se font en activité à temps plein. Il est attendu que le staff soit réintégré après la période de détachement, et ceci afin de maximiser les transferts des connaissances. Qu'en est-il du financement? Les détachements suivants sont pris en charge dans Staff Exchange et doivent être décrits dans le formulaire de l'appel à proposition. Tout d'abord, les échanges entre pays européens avec des organisations de secteurs différents, c'est la dimension intersectorielle. Les échanges d'un pays européen vers un pays tiers non européen et vice-versa, c'est la dimension internationale. Il est également possible d'avoir des échanges entre 2 pays européens avec des organisations du même secteur, c'est la dimension interdisciplinaire. Dans ce cas, les échanges sont limités à 1/3 du total des échanges éligibles au financement. Et je reviendrai dans les diapos suivantes sur le concept d'interdisciplinarité. Et enfin, les échanges entre pays tiers non européens ne sont pas éligibles et ne doivent pas être décrits dans la proposition. Tous les échanges à l'origine d'un pays européen sont éligibles au financement. Certains échanges à l'origine d'un pays tiers non européen sont éligibles au financement, à condition que le pays tiers soit listé dans l'annexe A du programme de travail Horizon Europe. Et ce sont typiquement les pays à revenus bas et intermédiaires. Par exemple, ce sont la majorité des pays d'Afrique, certains pays d'Amérique du Sud et certains pays d'Asie. Si le pays n'est pas listé dans cette annexe A, ces organisations doivent venir avec leur propre financement pour l'échange de leur personnel, c'est-à-dire pour l'échange des personnels du pays tiers non européen en direction des pays européens. Alors, maintenant, concernant l'interdisciplinarité, les échanges interdisciplinaires correspondent aux échanges intra-européens entre mêmes secteurs, c'est-à-dire des échanges académiques ou des échanges non académiques. Les détachements sont considérés comme interdisciplinaires si les activités réalisées pendant le détachement intègrent les aspects de 2 ou plusieurs disciplines scientifiques différentes. Lors de l'évaluation de la dimension interdisciplinaire des propositions, les experts indépendants tiendront compte des descripteurs et des mots-clés listés dans la proposition. Et je vais vous montrer dans la diapo suivante un exemple particulier. Ces échanges interdisciplinaires sont limités à 1/3 du budget total du projet. Par exemple, si le budget du projet est de 1 million d'euros, le maximum que vous pourrez demander pour ces échanges interdisciplinaires ne pourront pas dépasser 333 000 euros. Donc, l'exemple que je vous propose pour illustrer cette dimension interdisciplinaire est le suivant. Nous avons ici un consortium qui a pour objectif de combiner dans leur projet des activités de recherche, d'une part en archéologie, égyptologie, et d'autre part des activités de recherche en épidémiologie et parasitologie. Donc clairement, dans ce cas-là, ce projet combine 2 panels d'activités scientifiques en sciences sociales et humaines d'un côté et en sciences de la vie d'un autre côté. Dans ce cas, les mots-clés sont repris dans les différents engrenages présentés. Et je vous invite également à consulter notre foire aux questions où d'autres exemples sont repris afin ceci de vous donner une plus grande diversité, un plus grand panel d'exemples concernant cette dimension particulière qui est la dimension interdisciplinaire. Maintenant, qu'en est-il de la contribution financière? Comme toutes les actions Marie-Sklodowska-Curie, il s'agit d'un coût unitaire et d'un taux forfaitaire. Donc, le coût unitaire pour 1 mois de détachement est de 4 600 euros. Ce coût unitaire se répartit à part égale comme suit. Donc, tout d'abord, un coût unitaire pour le personnel qui est de 2 300 euros.
Il doit être utilisé en totalité pour le bénéfice du personnel détaché. Ensuite, nous avons le coût unitaire institutionnel qui est géré par l'organisation d'envoi pour un montant de 2 300 € également. Ce montant peut couvrir les frais d'activité de recherche ainsi que des coûts indirects et de management. Staff Exchange ne couvre pas le salaire du personnel détaché, mais contribue aux coûts additionnels et aux frais engagés lors de la période de détachement. Il n'y a aucun coefficient de correction qui s'applique pour Staff Exchange. Je vais maintenant rentrer dans le détail concernant les appels à propositions et des informations complémentaires relatives aux appels à propositions et aux propositions en particulier. Tout d'abord, le portail. Donc, comme vous le savez, depuis déjà de nombreuses années, le point d'entrée, le point d'accès pour participer et soumettre vos appels, enfin, publication des appels à propositions et pour vous soumettre vos propositions est le portail d'accès, donc en anglais, The Funding and Tender Opportunities Portal, donc, dans lequel vous trouverez toutes les informations, les différents guides et les liens pour soumettre votre proposition. Vous avez également la possibilité de trouver une organisation partenaire lorsque vous allez élaborer votre consortium. Donc, ceci peut être utile, par exemple, lorsque vous avez un consortium avec déjà un certain nombre de participants et vous êtes à la recherche d'une contribution particulière pour un domaine de compétences particulier, que ce soit un partenaire en Europe, mais également un partenaire international. Et donc, vous avez la possibilité de voir quelles sont les organisations, les entités qui se proposent, qui sont disponibles à participer, et voir quels sont leurs domaines d'activité, quels sont leurs mots-clés, et de pouvoir entrer en relation avec elles pour pouvoir construire et développer votre consortium. Enfin, je vous rappelle que cette activité académique ou non académique de votre organisation est prédéterminée en fonction du code d'identification, le fameux code PIC, et celui-ci est déjà enregistré dans notre base de données. Okay, donc, en fait, il n'est pas nécessaire, lorsque vous soumettez aux propositions, de vous tracasser avec cette information-là. Normalement, lorsque vous mettez en place votre consortium et lorsque vous encodez les organisations participantes, automatiquement, le système va vous définir si l'entité est du secteur académique ou du secteur non académique. Dans le cas particulier, votre entité n'est pas enregistrée dans notre base de données. Il est nécessaire au préalable de la préenregistrer, donc d'avoir un PIC, un code PIC temporaire, dans lequel vous allez entrer les données de base concernant cette entité-là, et le système vous dira, en fonction des données que vous allez nous fournir, si elle appartient au secteur académique ou au secteur non académique. Concernant les documents de référence, je vais vous mettre l'accent sur ce point-là parce qu'il est important, et surtout lorsque vous participez pour la première fois, de vous référer à ces documents, à ces guides qui ont été élaborés depuis déjà de nombreuses années et qui ont fait le fruit du retour d'expérience par rapport aux précédentes actions, aux précédents programmes cadres. Et donc, à chaque fois, ils sont améliorés. Donc, ce sont des documents très utiles et je vous recommande fortement de les consulter et de les suivre lorsque vous voulez participer et soumettre une proposition à notre appel à proposition. Donc, plus particulièrement, donc les documents de référence sont les guides pour le candidat, numéro 1, le guide numéro 1 que je vous conseille, le guide pour le programme cadre, les modèles de proposition, donc les fameux parties A et partie B que je vais développer dans la slide suivante, dans la diapo suivante, les documents légaux et en particulier également la foire aux questions, qui est mise à jour chaque année lorsqu'il y a un nouvel appel à proposition qui est publié. Donc, concernant la proposition en elle-même, donc, un formulaire de candidature est constitué de 2 parties. Tout d'abord, une partie A avec les informations administratives et le budget, et ensuite une partie B avec les détails du projet de recherche et d'innovation. Donc, le site, lorsque vous allez soumettre votre proposition, vous invite à remplir et à soumettre les 2 parties de la proposition simultanément. Donc, dans le détail, la partie A reprend le titre, le résumé, le choix du panel scientifique, les mots-clés, très important pour nous lorsque nous avons devoir évaluer ces propositions. Et je le rappelle, ces propositions sont évaluées par des experts indépendants. Et donc, afin de mieux mettre en adéquation la proposition avec les experts et leurs compétences, nous nous référons en particulier aux mots-clés qui sont encodés dans la proposition. Il y a également la liste des participants ainsi que leur secteur académique et académique, que j'ai rappelé. Ceci est très important lorsque l'on considère la mobilité interdisciplinaire. Et enfin, le budget demandé pour chaque participant. Je voudrais vous rappeler que également quelque chose qui a été mis en place avec le nouveau programme cadre Horizon Europe, c'est le fameux plan pour l'égalité des genres, qui est un critère d'éligibilité. Donc, il est très important que ce plan soit mis en place dans votre organisation
et ceci sera vérifié dans le cas où votre proposition est retenue pour le financement, donc au niveau du Grant Agreement Preparation, lorsque l'accord de subvention sera établi. Et ce plan d'égalité des genres est obligatoire pour les bénéficiaires qui appartiennent au secteur académique, donc les organisations académiques situées dans les pays membres ou les pays associés. En ce qui concerne la partie B, c'est un document PDF structuré autour des critères d'évaluation que je vais brièvement présenter dans la diapo suivante. Il est très important que les candidats utilisent le modèle, le template qui est fourni dans le site lorsque vous allez soumettre votre proposition. Donc, ne vous prenez pas au dernier moment pour participer. Allez plutôt déjà consulter le site, télécharger les modèles, et c'est sur ceux que vous allez pouvoir construire ensuite vos propositions. Je rappelle également qu'il y a une limite de 30 pages qui s'applique au niveau de la partie B pour les critères de 1 et 3, de 1 à 3, donc les critères d'excellence, d'impact et d'implémentation du projet. Et tout excès de pages ne sera pas considéré lors de l'évaluation par les experts indépendants. Enfin, il est également important de prévoir un plan d'exploitation et diffusion des résultats. Ceci fait également partie de l'un des critères d'éligibilité comme on dit en français, pour que la proposition soit considérée comme complète. Donc, quels sont ces fameux critères d'évaluation? En fait, sur les critères, ce sont la structure sur laquelle vous allez développer votre proposition. Oups. Voilà. Donc, votre proposition est structurée sur les 3 critères d'excellence, d'impact et de qualité. Je ne suis pas encore dans la bonne slide. Voilà, on va y arriver. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails des 3 critères, mais par contre, je vais vouloir plutôt attirer votre attention sur les points suivants. Staff Exchange est articulé autour d'un projet de recherche et d'innovation, c'est-à-dire que le détachement des personnels est au cœur de la réalisation des objectifs du projet. C'est dans la partie excellence que vous devrez décrire l'interdisciplinarité, mais également les aspects liés au genre et comment le projet s'articule autour de la science en libre accès, Open Science. C'est important lorsque vous soumettez votre proposition de ne pas négliger le critère impact. Parfois, c'est ce qui va faire la différence entre que votre projet va être financé ou non financé. Donc, dans le cas du critère impact, l'accent est porté sur le développement des compétences du personnel détaché et le transfert des connaissances, mais également comment le projet contribue à tacler des défis scientifiques, économiques et sociétaux comme définis par la Commission européenne parmi les points qui sont mis en avant dans ce programme cadre Horizon Europe. Enfin, le critère qualité d'implémentation, qui est par expérience le critère qui fait le plus défaut lors de la réalisation du projet. En effet, il convient de présenter un plan de détachement du personnel qui soit crédible et réaliste dans sa mise en application. Tous les points doivent être abordés avec suffisamment de détails et de pertinence, et ceci dans la limite des 30 pages. Enfin, je vous conseille vivement de contacter votre bureau européen local et, dans certaines mesures, votre point de contact national pour avoir des informations complémentaires et des conseils lorsque vous allez écrire votre proposition. Donc, le projet Staff Exchange, nous considérons qu'un projet Staff Exchange est réussi lorsque la combinaison de l'excellence dans les activités de recherche et d'innovation et de la qualité et de l'efficacité de la mise en œuvre, et ceci afin de tirer un impact maximal. Par exemple, dans votre proposition, il est important de faire attention à la manière dont vous décrivez votre plan de mise en œuvre, c'est-à-dire que le projet de recherche et d'innovation est construit autour des détachements du personnel. Par conséquent, une fois que vous avez votre idée de projet, vous devez concevoir le plan de répartition des ressources afin de tirer le meilleur parti des différentes compétences du consortium pour les différentes tâches. Pour les détachements, nous ne demandons pas nous demandons qu'un plan indicatif des échanges au niveau de la proposition. Il n'est pas nécessaire de rentrer dans les détails, qui va où et comment, mais plutôt une vision globale, comment les détachements vont pouvoir réaliser les objectifs de recherche et d'innovation du projet. Concernant les résultats, nous attendons des résultats de recherche, d'innovation, mais également de formation, de transfert de connaissances, des ateliers, des workshops et des livrables. Les résultats doivent être consignés selon le principe du libre accès, Open Science. Et enfin, s'il vous plaît, ne négligez pas la description du plan de dissémination et de communication, et ceci dans le critère impact. Avant de conclure, je voudrais également vous rappeler 2 guides qui ont été développés récemment et qui sont à votre disposition. Tout d'abord, un guide concernant l'encadrement du personnel détaché
Ce guide est commun à toutes les actions Marie Skłodowska-Curie et vous êtes invité à suivre les recommandations détaillées dans ce guide sur base volontaire des encadrants, des chefs de projet et des chercheurs. Il fait suite à un retour d'expérience de nos actions, de toutes nos actions Marie Curie, et ceci lors du précédent programme cadre Horizon 2020. Et vous avez le lien dans la diapo. Nous avons également mis en place un nouveau guide lors de ce nouveau programme cadre Horizon Europe, ceci afin de mettre en avant la priorité du développement durable tel que proposé par la Commission européenne. Donc ce guide est un code de bonne pratique pour les personnels et les institutions qui reçoivent des financements européens. Tous les participants sont tenus d'adhérer à cette charte verte sur la base du meilleur effort et de s'engager à respecter autant que possible les dispositions lors de la mise en œuvre de leurs projets scientifiques. Afin de conclure, je voudrais juste vous rappeler et compléter avec les différents points qui nous paraissent importants lorsque vous allez développer votre proposition. Donc, articulez votre projet selon les critères indiqués principalement et les objectifs de l'action, en particulier le plan de détachement. Suivez les guides fournis, le guide de l'applicant, les guides du programme Horizon Europe, les différents modèles et consultez la foire aux questions. Mettez en valeur la dimension européenne et montrez que votre proposition répond aux priorités politiques de l'Union européenne et, sous une certaine mesure, des défis sociétaux. Décrivez les avantages de la collaboration ou de la coopération de votre consortium et comment ils peuvent continuer et perdurer au-delà de ce projet. Et, si possible, faites réviser votre candidature par des collègues ou pour votre bureau européen local et suivez les conseils de votre point de contact national. Donc, notre appel à propositions est déjà ouvert depuis début octobre et il y a une date limite de soumettre vos propositions de participation au 28 février 2024. Le budget est conséquent, il est un peu plus de 78 millions, 78 millions d'euros, avec une augmentation globale par rapport au premier appel de plus de 8%. Donc, et je crois que ça sera présenté par la suite au niveau des statistiques, mais le taux de succès de l'action Marie Skłodowska-Curie Staff Exchange est relativement important, à plus de 30%. Donc, c'est vraiment une opportunité de participer et de se faire la main, si j'ose dire, concernant les financements européens et le financement Marie Skłodowska-Curie en particulier. Voilà, donc avant de conclure, je voudrais également vous signaler que nous avons une infosession, une information qui sera réalisée, qui sera proposée le 8 décembre. Nous avons mis en place un système de communication, d'information via nos réseaux sociaux. Et lors de le lien de cette infosession sera également repris dans cette présentation qui sera, je crois, partagée après cette session matinale d'information aujourd'hui. Donc voici pour ma présentation aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis ouvert à toute question que vous pourrez avoir. Merci. Merci beaucoup à Brito pour cette présentation très complète. Alors, il y a quelques questions qui arrivent dans le chat. Au sujet donc, du budget, la question au sujet du budget, est-ce que les coûts indirects sont alloués au coordinateur du projet? Alors, pour répondre à la question, je dirais que ça dépend. Alors, ça dépend de quoi? Tout d'abord, nous parlons de consortium ou de consortia. C'est-à-dire que vous devrez vous mettre d'accord parmi les bénéficiaires. Donc, je mets l'accent ici. Ce sont les bénéficiaires. Donc, ce sont typiquement les pays de l'Union européenne et les pays associés au programme Horizon Europe, donc les pays européens, qui seront bénéficiaires dans cette action. Et donc, il est demandé que vous signiez un accord de consortia, donc consortium agreement en anglais. Et c'est dans ce document-là qu'il sera défini comment se répartisse la contribution indirecte. Okay. Donc, dans l'esprit du bottom-up, de l'approche ascendante, cela dépend vraiment de cas par cas, différents des projets. Il peut y avoir une règle générale qui dit qu'un certain pourcentage peut être réservé au coordinateur et puis une autre partie va être distribuée aux bénéficiaires et aux partenaires. Mais je répète, cela dépend vraiment fortement du type de projet qui est développé, de la responsabilité du consortia, des responsabilités du coordinateur et de l'expérience du coordinateur. Je voudrais compléter en disant, par exemple, lorsque vous avez des projets avec des entités internationales, donc pays tiers non européens, il est
judicieux et même conseillé de devoir également partager une partie de ces montants indirects avec ces entités-là, parce que ce sont elles qui vont accueillir le personnel détaché. Donc, ceci fait partie de la discussion lorsque vous mettrez en place votre consortia et sera mis ensuite par écrit dans le consortium agreement, dans l'accord de consortium. Je parlais de pays tiers, il est parfois nécessaire de faire un accord séparé parce que comme les pays tiers ne sont pas bénéficiaires, il n'est pas demandé que ces organisations signent cet accord de consortium. Et donc parfois, il est nécessaire de signer un accord séparé, un accord avec ses partenaires. Et typiquement, ce qui vient à l'esprit, c'est lorsque vous avez des pays type les États-Unis ou l'Amérique du Nord qui participent dans votre consortium. Parfois, ces entités-là, il est nécessaire de voir signer ce type d'accord séparé pour bien mettre par écrit quelles sont les responsabilités du point de vue de l'accueil du personnel, mais également quelle est la contribution qui sera partagée avec ces pays tiers. Donc, en conclusion, dans un consortium, c'est le coordinateur qui reçoit le financement européen. Ils ont la responsabilité, l'obligation de distribuer ce prix-financement aux bénéficiaires. Et ensuite, la partie indirecte, il est nécessaire de discuter parmi les membres, les bénéficiaires du consortium, comment se fait cette répartition des coûts indirects de la contribution européenne. Merci beaucoup Brito pour cette réponse, très détaillée. Il y a une question qui arrive, donc est-ce qu'il y a une limite au nombre de bénéficiaires? Et comment différencier bénéficiaires et partenaires associés à l'intérieur de l'UE? Donc si je peux me permettre, je voudrais peut-être préciser, par rapport aux partenaires associés, c'est parce qu'il y a aussi une question que nous on se pose. Si, par exemple, il y a des partenaires associés dans les pays européens et qui ne veulent pas, avoir de budget pour leur secondment, mais seulement recevoir du personnel, est-ce que ces partenaires, ils seront considérés comme partenaires associés par conséquent ou est-ce qu'ils seront quand même bénéficiaires puisqu'ils sont, basés dans les États membres? D'accord. Concernant donc la taille d'un consortium, typiquement Staffed Change, donc la moyenne, c'est entre 6 et 10. D'accord? Donc, le minimum, c'est 3, comme je vous l'ai dit. Le maximum, nous avons des consortia qui vont à plus de 20, 24. Franchement, ça devient très complexe à gérer, surtout lorsque vous avez des pays sur tout le globe. D'accord? Mais comme toutes les actions Marie-Soise Curie, l'esprit, c'est du bottom-up, c'est de l'approche ascendante, c'est-à-dire que vous venez avec votre projet et vous savez mieux que nous comment réaliser les objectifs de ce projet avec le détachement de vos personnels. Donc, parfois, il est nécessaire d'avoir un nombre beaucoup plus important que la moyenne de 6 à 10. Par contre, je balance ce que je viens de dire, c'est qu'au niveau de la gestion du projet, évidemment, plus vous augmentez le nombre de participants, plus ça devient compliqué. Donc voilà, il faut trouver l'équilibre entre ce que vous voulez réaliser, votre réseau que vous voulez construire ou que vous voulez développer, que vous voulez consolider, et puis la gestion du projet au final. Concernant les bénéficiaires et les partenaires, tout à fait, j'aurais tendance à dire une nouveauté ou plutôt une clarification qui a été apportée dans le nouveau programme cadre d'Horizon Europe. Il est possible que des Européens soient partenaires et non pas bénéficiaires. Dans ce cas précis, donc je reviens sur les définitions de bénéficiaires. Bénéficiaires, ce sont ceux qui reçoivent du financement et qui sont dans l'accord de subvention listés comme ayant du financement. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes européen partenaire, donc partenaire associé européen, c'est-à-dire que vous allez recevoir uniquement des chercheurs, vous n'allez pas échanger. C'est-à-dire que vous allez recevoir du staff. Votre staff, lui, ne va pas être échangé, ne va pas être détaché. Pourquoi? Parce que dès que vous avez du staff qui est détaché dans votre organisation, automatiquement, vous recevez du financement. Et si vous recevez du financement, automatiquement, vous devenez bénéficiaire. Maintenant, un point très particulier qui est la spécificité de Staffed Change, c'est que vous avez également des pays tiers non européens, donc je fixe l'idée, par exemple l'Argentine, qui vont détacher du personnel de l'Argentine vers l'Europe. Et comme je l'ai dit, les pays tiers non européens sont par définition pays associés, ils ne sont pas bénéficiaires. Mais l'Argentine en particulier, donc ce sont ces fameux pays avec rémunération basse ou intermédiaire, sont éligibles au financement européen. Donc, la manière dont cela fonctionne, pour que l'Argentine reçoive des financements, c'est-à-dire que c'est le bénéficiaire européen qui va gérer le financement européen pour ce pays tiers. C'est-à-dire que lorsqu'un personnel, un staff de l'Argentine va être détaché en Europe, l'argent sera reçu par le pays européen qui va recevoir ce staff, et c'est à leur responsabilité de gérer cet argent-là. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, dès qu'un bénéficiaire, dès qu'un
un membre du consortium européen reçoit du financement, automatiquement il est bénéficiaire. C'est-à-dire que si vous recevez du personnel détaché d'un pays tiers éligible au financement, vous allez automatiquement devenir bénéficiaire. Et donc, vous ne pourrez pas être partenaire associé européen. D'accord? Donc, je conclus. Bénéficiaire, vous recevez du financement. Partenaire associé, vous ne recevez pas de financement, c'est-à-dire que vous détachez. Et par pratique et par définition, tous les pays tiers non européens sont partenaires associés. Merci beaucoup, Brito, c'est très clair. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. N'hésitez pas, si vous avez des questions à Brito Ferreira, c'est le moment. Vous pouvez également lever la main si vous préférez les poser de vive voix. Ok. Je départage. Merci. Merci. Si c'est français, mais bon. Alors, il n'y a pas de questions, donc visiblement, c'était très clair. Merci beaucoup, Brito. Donc, nous allons maintenant passer à la prochaine présentation, donc celle qui sera faite par ma collègue du PCN Messier, Vanessa Tixier. Et donc, Vanessa va vous présenter des statistiques de participation, le processus pour déposer votre candidature sur le portail du participant, ainsi que le dispositif national de soutien pour les porteurs de projets qui souhaitent monter une proposition en coordination. Vanessa, je te Oui. laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui, on Oui. t'entend et on Bon, te voit. super. Très bien. Alors, c'est en train de charger. Voilà. Dites-moi quand vous voyez les slides. Je les vois. Bon, super. Donc, merci beaucoup pour cette première partie de présentation. Nous, on va maintenant, côté PCN, vous donner quelques informations sur les statistiques de l'appel de l'an dernier. On va aussi vous expliquer comment soumettre votre candidature et vous expliquer, vous présenter en fait 2 dispositifs de financement pour une aide au montage de réseau. Donc, en ce qui concerne les statistiques de l'appel 2022, donc il faut savoir qu'il y a eu sur l'appel 2022 196 projets qui ont été déposés. Sur ces 196 projets déposés, il y a 7 propositions qui étaient inéligibles. Donc, il devait manquer des informations obligatoires. Donc, faites très attention quand vous soumettez votre projet. Faites-vous aider pour vous assurer en fait que votre projet va être bien éligible et que vous cochez bien toutes les cases, puisque c'est quand même un petit peu dommage de ne pas pouvoir être évalué pour quelque chose qui peut être un petit oubli. Donc, 189 projets ont été évalués l'an dernier. Sur ces 189 projets, il y avait 26 propositions qui étaient en dessous du seuil de 70% et 120 propositions qui étaient au-dessus de ce seuil, donc potentiellement éligibles, en tout cas finançables dans la limite du budget disponible. Donc, le budget disponible fait que 73 des 120 propositions ont été invitées à préparer la convention de subvention, donc ont été financées, et 27 propositions ont été mises sur liste de réserve. Donc ça, c'est les informations qu'on a eues au retour des évaluations. Pour le moment, a priori, il n'y a pas de projets qui ont été repris sur la liste de réserve. Donc, on est à 73 propositions financées sur les 196 déposées. Donc, ça nous donne en fait un taux de succès global pour l'appel 2022 de 38,62%. Qui se décompose de la manière suivante par panel. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, on a en bleu tous les projets qui ont été évalués dans chaque panel. Donc, ça fera donc un total de 189 projets évalués et les projets qui ont été retenus dans chaque panel en orange. Donc, vous voyez que le panel qui est le plus représenté, c'est le panel Engineering, puisqu'on a 25 propositions qui ont été retenues pour financement sur les 67 déposées. Ensuite, c'est le panel chimie et enfin, dans les 3 premiers, le panel sciences humaines et sociales. Donc ça, c'est un petit point d'attention qui est important puisqu'en fait, sur les sciences humaines et sociales, on a souvent tendance à penser que les projets sont
que ce panel est moins représenté. Vous voyez que ce n'est pas le cas puisqu'on a eu quand même 30 propositions évaluées. La courbe que vous voyez sur le graphique, donc c'est le taux de succès de chaque panel. Voilà, je vous disais que le taux de succès global était de 38,6%. Et vous voyez qu'on a certains panels où le taux de succès est un peu supérieur, voilà, en fonction du nombre de projets déposés, du nombre de projets acceptés. Hein. Sur mathématiques, on est à 50%, parce qu'on a 2 projets sur les 4 qui ont été financés. Le tableau que vous voyez à droite, les pourcentages, donc là, on n'est pas sur un taux de succès. C'est la part, en fait, que représente le nombre de projets de chaque panel sur le nombre total de projets qui sont financés. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On voit bien que c'est le panel engineering où on a le plus de projets financés. Donc sur cette slide, vous voyez ce qu'on appelle les cut-off par panel. Donc c'est en fait le score minimum du dernier projet qui a été financé dans chaque panel. Donc comme on le disait, le seuil est à 70% et donc vous voyez qu'en fonction des panels, on a une grande diversité de notes minimales pour que le projet soit financé. Donc sur mathématiques, le projet qui a été financé donc le deuxième projet financé était à 70, alors que sur physique, le dernier projet financé était à 90,2. Donc vous voyez une grande diversité quand même du cut-off et la concurrence en fait dans chaque panel. Donc ensuite, on va faire un petit focus sur la participation par pays à cet appel 2022. Donc les 2 premières slides s'intéresseront en fait à la participation des pays européens. Donc on a d'abord cette slide sur les pays membres et ensuite la prochaine sur les pays associés. Donc comme on peut le voir, en fait, c'est l'Espagne qui détient le plus de participation à l'appel 2022 avec 13 projets en coordination. Ensuite, l'Italie avec 10 projets en coordination. Puis, voilà, on a le Portugal à 7 coordinations. La France, si on regarde le taux, le nombre global de participation se classe 3e. Donc, c'est-à-dire si on ne regarde pas que les coordinations. Donc, la France est 3e entre les coordinations et la participation en tant que partenaire. Donc, voilà, ce qui n'est pas ici reflété, c'est que dans les partenaires associés, donc comme on peut le voir sur les pays associés, comme on peut le voir sur cette deuxième slide, on retrouve le Royaume-Uni. Comme on le sait, en fait, le Royaume-Uni, au stade du dépôt, était considéré comme pays associé à Horizon Europe, mais on sait que sur l'appel 2022, c'est le gouvernement britannique qui a pris le relais du financement pour ces partenaires-là. Donc, il y a notamment 7 coordinations britanniques qui ont été ou sont en cours, en tout cas, de redistribution entre d'autres bénéficiaires. Donc, ça peut changer un petit peu les données de statistiques que je viens de vous montrer. Donc pour les pays associés, vous voyez, on a aussi une participation d'un certain nombre de pays associés. Voilà, donc l'Ukraine, la Turquie, le Maroc, qui est dans le même cas un petit peu que le Royaume-Uni, la Norvège, Israël. Voilà, on a une diversité de participation des pays associés. En ce qui concerne les pays tiers, donc là, on est un petit peu dans le même cas de figure que l'année précédente, c'est-à-dire que c'est les États-Unis qui ont le plus grand nombre de participations à l'appel Staff Exchange 2022, avec 32 participations comme partenaires associés. Ensuite, l'Argentine, la Chine, le Chili, le Canada, le Brésil. Voilà, on a aussi là encore une grande diversité de participation des pays tiers. En ce qui concerne la participation française, comme je vous ai dit tout à l'heure, la France en fait se classe 3e au niveau des pays membres en termes de participation à des propositions de projets. Donc la France a obtenu en 2022 5 projets en coordination. Donc sur les panels environnement, chimie et engineering. Et au total, elle est bénéficiaire de 30 projets. Donc 5 en coordination, plus voilà,
25 en tant que partenaire. Et là, vous avez en fait la répartition de ces 30 projets par panel. Donc, comme on a pu le voir pour les statistiques globales au niveau européen, on a une grosse représentation du panel engineering au niveau de la France également, avec 9 projets financés. Ensuite, on est sur le panel sciences humaines et sociales. Hein. Donc, comme je vous le disais, on a quand même une bonne représentation de ce panel-là. Donc, n'hésitez pas à déposer des projets si vous êtes dans ce domaine. On le dit, on le répète, et c'est très important. Et ensuite, voilà, le panel chimie qui est bien représenté. Donc, le taux de succès au niveau européen, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est de 38,6%. Si on regarde uniquement au niveau de la France, en fait, au niveau de la France, il y a eu 64 projets déposés et 30 projets financés. Donc, on est à un taux de succès quand même assez important puisqu'on est à 47,6%. Voilà, donc même on est troisième au niveau européen, mais on a un taux de succès qui est quand même supérieur à la moyenne européenne. Je vais maintenant vous montrer un petit peu comment déposer votre candidature en ligne, même si ça a déjà été un petit peu expliqué précédemment. Donc, tout d'abord, concernant le dossier, donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus puisque ça a déjà été expliqué. Comme on vous l'a dit, vous avez deux parties pour le dossier. Donc, une partie A en ligne, qui est la partie administrative, où vous allez rentrer les informations du projet, les informations qui concernent les participants, où vous allez pouvoir rentrer les informations qui vont permettre de calculer le budget de chaque bénéficiaire et des questions d'éthique et de sécurité. Pour la partie B, donc ce sera des PDF que vous allez devoir télécharger sur le site. Donc vous avez une partie B1 et une partie B2. La partie B1 qui est le projet scientifique qui ne doit pas excéder 30 pages hein, pour les 3 sections. Donc c'est pas la peine d'écrire plus de pages puisqu'elles ne seront pas lues, elles seront automatiquement supprimées au moment de la transmission du dossier aux évaluateurs. Et la partie B2, donc là, ce sont les annexes, il n'y a pas de limite de page. C'est ces parties-là qui vont vous permettre de montrer la participation, la capacité des organisations qui participent au projet. Et vous allez aussi avoir des lettres d'engagement à fournir pour les partenaires associés. Donc faites très attention à ces annexes, puisque si vous oubliez les annexes, certaines lettres de commitment, votre projet ne sera pas éligible et ne sera pas évalué. Donc, pour déposer une proposition, il faudra aller sur le site de la Commission européenne, donc sur le Funding and Tender, sur le portail. Quand les slides seront disponibles, vous verrez qu'on a mis des liens, hein, donc vous pourrez directement aller sur la page du Funding and Tender. Il faudra vous créer un compte si vous n'en avez pas déjà un. Et une fois que vous êtes connecté, il faudra aller sur la page de l'appel Marie Sklodowska-Curie Staff Exchange 2023. Donc, une fois sur la page de l'appel, vous allez pouvoir trouver sur le bandeau de gauche un certain nombre d'informations, donc les informations sur l'appel, des documents de référence, et vous avez un endroit, je ne sais pas si on arrive très bien à lire, où c'est indiqué Start Submission. Donc, vous cliquez sur Start Submission, et là, vous allez pouvoir choisir donc Horizon, MSCA, TMA, MSCA Staff Exchange et Start Submission. Donc, cela va vous conduire sur cette page. Donc, c'est sur cette page que vous allez devoir soit rechercher, soit créer le numéro d'identification dont on a parlé précédemment, le PIC, du coordinateur dans un premier temps. Donc, soit vous connaissez le PIC, vous pouvez le rentrer directement, ou alors vous pouvez faire une recherche en cliquant sur Search et vous rentrez à ce moment-là le nom de l'organisation. Si l'organisation a déjà un PIC, elle va vous proposer ce PIC que vous pourrez directement utiliser. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez cliquer sur, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais sur le click here, qui est donc sur la partie de droite, là, en bas. Et là, vous allez pouvoir en fait créer un numéro d'identification pour votre organisation. C'est valable aussi hein, pour les partenaires que vous allez rajouter dans le consortium. Il faut savoir que la création du PIC n'a pas besoin d'être, enfin le PIC n'a pas besoin d'être validé pour soumettre la proposition. Il faudra qu'elle le soit si le projet est retenu. Donc au moment de la préparation du grant agreement. Donc la
création du PIC non validé est assez rapide et ça pourra aussi vous permettre, comme on l'a dit précédemment, de confirmer le statut académique ou non académique de certains partenaires si vous aviez encore quelques doutes. Donc une fois que vous avez indiqué le PIC du coordinateur, vous allez devoir choisir, mettre un acronyme indiquer un acronyme pour votre projet, un summary et aussi choisir le panel. Donc là, c'est des informations qui sont obligatoires pour pouvoir passer à la suite. Par contre, c'est des informations que vous allez pouvoir modifier à tout moment. Donc ne vous bloquez pas sur cette page si vous n'avez pas encore de certitude sur le titre. Oui, je vous parlais d'abstract, mais sur le titre et sur l'acronyme, vous pourrez le changer par la suite. Voilà, ce n'est pas un problème. Donc, une fois que vous avez commencé la soumission, vous allez pouvoir avoir accès à cette page sur laquelle vous allez, dans la partie de gauche, pouvoir télécharger le dossier de candidature. Donc, le dossier de candidature, il est disponible sur la page de l'appel avant même de faire de commencer un dépôt de projet, mais sous un format PDF. Là, vous allez avoir la partie B1 et la partie B2 dans un format RTF que vous pourrez modifier pour transformer ensuite en PDF et mettre sur le site. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez part B et part B2, donc la B1 et la B2, que vous allez devoir uploader quand vous aurez terminé de les rédiger. Et pour l'accès à la partie A, donc c'est la partie qui est un peu plus haut, où vous avez Edit Form. Donc là, quand vous cliquez sur cette partie-là, vous allez avoir accès à toutes les informations dont on vous a parlé précédemment, donc les informations sur le projet, sur les participants, le budget, les questionnaires éthiques. Donc une fois que vous aurez rempli la partie A et la B1 et mis en ligne la B1 et la B2, vous pouvez faire Submit. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que même si vous soumettez votre proposition, elle est remodifiable jusqu'à l'heure de clôture de l'appel. Donc vous pouvez soumettre une première fois. S'il y a des changements, vous pouvez resoumettre. Ce n'est pas bloquant. Et vous pouvez aussi, à tout moment, retourner sur la liste des participants, donc en cliquant sur Back to Participant List, pour ajouter ou supprimer des partenaires de votre projet. Donc pour terminer, on voulait vous faire un petit focus sur les aides qui existent pour monter un réseau. Donc, on va juste vous parler de 2 types de financement. Donc, tout d'abord, l'appel à projet MRSEI, donc pour montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux. C'est un dispositif qui est mis en œuvre par l'Agence nationale de la recherche et qui a pour but de donner les moyens pour constituer un réseau scientifique européen ou international. Donc, ça va permettre de financer des mobilités, des réunions de travail pour consolider un consortium existant ou pour permettre de rencontrer de nouveaux partenaires. Donc, c'est une aide qui est monobénéficiaire et seul le bénéficiaire, seuls les Français peuvent bénéficier de cette aide. Et c'est donc l'organisme de recherche et de diffusion de connaissances du public qui est coordinateur du projet qui va pouvoir déposer une demande de financement à l'appel MRSEI. Donc, il faut que ce soit le coordinateur et qu'il soit basé en France. L'aide maximale pour cet appel est de 35 000 € pour 24 mois. Donc, je vous disais que ça pouvait financer des actions de réseautage, mais vous pouvez, sur ces 35 000 €, utiliser maximum 10 000 € pour des prestations de services. Donc, par exemple, faire appel à un cabinet pour vous aider au montage ou à la relecture de votre projet. Donc, c'est un dossier simplifié, c'est une dizaine de pages et les évaluations sont assez rapides puisque vous avez les retours en 2-3 mois. Et il y a 4 sessions d'évaluation par an. Vous avez le lien vers la page de l'appel sur le site de l'ANR juste en dessous, ce qui vous donnera les futures dates de clôture de cet appel. Vous avez aussi donc le deuxième appel, le deuxième dispositif de financement qui est le diagnostic partenariat technologique international de BPI France. Donc ça, c'est un outil de financement qui peut permettre de financer des prestations de diagnostic et de conseil pour une candidature à un appel à projet collaboratif européen ou international. Donc, ce qui est le cas du Staff Exchange. Donc, c'est tout à fait possible de faire appel à ce dispositif pour aider au montage d'un Staff Exchange. Elle cible les entreprises françaises de moins de 2000 employés qui peuvent être ici partenaires également du projet ou coordinateurs.
Donc l'aide maximale va être différente. Si c'est le coordinateur qui la demande, il pourra demander jusqu'à 25 000 € hors taxe, et pour un partenariat, 5 000 €. Donc là encore, c'est un dossier simplifié avec un retour d'évaluation sous 2 semaines. Et vous avez un dépôt qui est au fil de l'eau avec, encore une fois, le lien vers la page de cet appel. En dessous, on vous a mis le lien vers le portail Horizon Europe du ministère qui reprend un certain nombre d'aides pour financer le montage d'un projet, donc pas uniquement les Staff Exchange, mais si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur cette page. Ici, on vous a remis un certain nombre de documents et de liens utiles qui pourront vous aider dans le cadre du montage de votre projet Staff Exchange. Vous le verrez quand vous aurez les slides à disposition. Donc, on vous a mis des liens vers directement le guide du candidat Staff Exchange 2023, le programme de travail 2023-2024, la trame de dossier 2023. Donc là, ça va être le document PDF qui reprend toutes les informations nécessaires pour la partie A et pour la partie B. Le lien vers la page de l'appel 2023 qu'on avait déjà mise plus haut dans les slides, et aussi le lien vers le blog du réseau des actions Marie Sklodowska-Curie au niveau européen. Donc c'est un réseau voilà, qui regroupe tous les PCN Marie Curie en Europe, et sur lequel sur ce blog, en fait, il y a un certain nombre de questions qui ont déjà été posées. Vous pourrez y trouver vos réponses en vous connectant au lien. Et enfin, on voulait vous partager un certain nombre d'événements. Donc, il y a l'événement qui a déjà été présenté ce matin, donc la session d'information, donc c'est le deuxième sur cette slide, organisée par la REA, donc le vendredi 8 décembre de 10h à 12h30. Donc, vous avez le lien pour vous inscrire juste en dessous. Et le premier événement qui va avoir lieu d'ici la fin du mois, c'est un événement de brokerage event sur les Staff Exchange. Donc, c'est le premier événement de ce type-là sur ce type d'appel. Donc, c'est le jeudi 30 novembre de 10h à 18h. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un brokerage event? C'est un événement où vous allez pouvoir rencontrer des partenaires pour monter un réseau pour un dépôt de Staff Exchange. En fait, ça va vous permettre à vous, par exemple, de déposer votre profil avec votre expertise, mais également d'aller consulter les expertises qui ont été déposées par d'autres partenaires potentiels pour un Staff Exchange. Donc, sur cette journée de 10h à 18h, il y a une petite session d'infos de 10h à 11h30, et ensuite, le reste de la journée est dédié à ce brokerage event pour vous permettre, entre académiques et non académiques, il y aura tout type de partenaires, de participants à cet événement, de vous rencontrer et de consolider votre réseau. Donc cet événement a lieu le 30 novembre et vous devez vous inscrire avant le 28, et vous pouvez déposer vos offres d'expertise jusqu'au 28 également. Vous avez toutes les informations sur le lien qui est sur la slide. Et au niveau du PCN, on organise un webinaire sur les conseils d'écriture le mardi 12 décembre de 10h à 11h30, qui est donc un événement gratuit, mais l'inscription est obligatoire. Donc, de la même façon, on vous invite à aller sur le lien qui est en bas de la slide pour vous inscrire à cet événement. Voilà, donc je finirai en vous donnant nos coordonnées du PCN sur les actions Marie Sklodowska-Curie, donc français. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Donc on est on est 4 à pouvoir vous répondre sur vos différentes questions. Il y a aussi un certain nombre d'informations sur le portail français dédié à Horizon Europe, et nous avons une page LinkedIn sur laquelle on relaie le plus souvent qu'on le peut des informations sur les différents appels Marie Sklodowska-Curie. Voilà, et donc je vais départager. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Vanessa. Bon. Alors maintenant, donc on arrive au moment des questions. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser à Vanessa au sujet de sa présentation? N'hésitez pas à lever la main ou à les poser dans le chat. Donc, il y a eu un certain nombre de questions qui ont été posées pendant ta présentation, mais j'ai l'impression qu'ils ont pour la plupart été traités. Oui. Alors, y a-t-il des questions? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Alors, c'était très clair. Merci beaucoup à Vanessa.
Nous allons donc passer... Ah, pardon, il y a une question qui arrive. 5 projets sont coordonnés par la France. Combien avaient été déposés? Alors, pour la France, on avait eu 64 projets. Je vais reprendre j'ai un certain nombre d'autres chiffres. En fait, la France était impliquée dans 110 propositions de projets évalués. Donc, impliqué, enfin, 110, ça ne veut pas dire 110 projets. Donc, il y avait 64 projets déposés. Mais elle était impliquée dans 110, c'est-à-dire que des fois, on retrouve la France à plusieurs, en tant que coordinateur et partenaire d'un même projet, donc c'est pour ça qu'on la compte plusieurs fois. Donc 64 projets qui ont été déposés et 30 projets financés. Et sur ces 30 projets financés, on avait 49 participations de la France. Donc pareil, ça veut dire qu'il y a certains projets coordonnés par la France où on avait des partenaires français à l'intérieur aussi. Alors, en fait, je pense que la question elle porte sur le nombre de coordinations françaises déposées. Ah, alors Ah, ça, voilà. Alors, de mémoire, il y en faudrait a que eu je regarde. 10. Parce que Il me j'avais semble retenu, aussi que c'était 10, c'était ça, j'avais je retenu qu'on crois. a eu un taux de succès de 50%. Voilà, c'est ça, de mémoire. Alors, je Je peux vérifier vérifier. je suis dessus si tu veux, je vous dis Ok, dès que je trouve ok, très dans le bien. tableau. Alors, dans ce cas-là, on te laissera répondre dans le chat, Oui. Vanessa. Et nous allons passer à la prochaine intervention. Donc, je crois que Marc Landry nous a rejoint. Donc, Marc, est-ce que vous êtes là? Voilà, oui, je n'avais plus accès au micro, mais voilà, je suis là. Ok, parfait. Donc, dans ce cas-là, nous allons vous donner la parole maintenant, comme c'était prévu dans le programme. Donc, c'est le témoignage donc, de lauréat du projet, Marc Landry de Alors, l'Université de Bordeaux. Il s'agit donc du projet Psychomed qui porte sur les désordres psychiatriques et les comorbidités causées par la pollution dans la région méditerranéenne. Et donc, c'est un consortium de dimension donc, qui est à la fois intersectoriel et qui est aussi de dimension internationale, avec notamment des partenaires en Égypte, au Liban, en Australie et au Maroc. Et donc, Marc Landry a également bénéficié pour ce projet du financement MRSEI. Donc, Marc, voilà. je vous laisse la parole. Merci, donc j'espère que vous voyez l'écran là, la présentation à l'écran. Oui, oui, on le voit. D'accord. Bon, voilà, donc le projet, c'est un projet en neurosciences, en fait, il s'appelle Psychomed, Psychiatric Disorders and Comorbidities Caused by Pollution in the Mediterranean Area. Effectivement, c'est un projet qui est coordonné à l'Université de Bordeaux. Alors, en fait, je vais passer quelques temps au début à vous décrire un peu l'émergence, l'origine de ce projet, parce qu'il s'inscrit dans le cadre d'une collaboration qu'on a initiée il y a 20 ans et qui est très active depuis une dizaine d'années. Le consortium qui fait l'objet du Grand Psychomed, c'est en fait un consortium qui, pour partie, dérive d'un consortium avec lequel on enseigne un master euro-méditerranéen de neurosciences en ligne. Donc c'est pour ça que je vous ai mis cette diapositive sur ce master. On va retrouver un peu les mêmes partenaires. Et l'idée pour nous est d'avoir des moyens pour combiner nos activités de formation et de recherche. Alors voilà le consortium, je ne vais pas entrer dans le détail, hein, mais voilà le consortium IMN Online, donc du master de neurosciences en ligne. Vous avez indiqué par des flèches violettes ici les établissements et les structures, ici il y a une association, de ce consortium qui participe au projet Psychomed. Donc vous voyez qu'on va retrouver les 2/3 au moins, ou les 3/4 des partenaires qui sont finalement dans ce consortium. Alors je l'indique, ça a un intérêt important, c'est que monter un consortium comme ça et le faire vivre derrière, c'est d'autant plus facile que vous connaissez bien vos partenaires et que vous n'avez pas de difficultés de communication ou de compréhension ou d'objectifs avec eux. Donc dans notre cas, c'est quelque chose qui était
très balisés à l'avance, puisque c'est des gens avec lesquels on travaille déjà pour de l'enseignement au moins depuis une dizaine d'années. Alors, c'est un consortium qui a déjà obtenu des financements, notamment des financements européens de type, alors c'était Tempus à l'époque, c'est Capacity Building maintenant, puis un financement stratégique partnership, ensuite pour monter la version en ligne de ce master, également des partenariats, des financements locaux d'innovation pédagogique en fait, et puis des partenariats de recherche bilatéraux avec certains de nos collègues, de nos partenaires, notamment au Maroc, ici à Marrakech, et en Égypte, à Alexandrie. C'est un consortium qui a publié déjà, pour lequel on a encadré des co-tutelles de thèse et pour lequel on a organisé, enfin à travers lequel on a organisé des ateliers de Libro. Libro, c'est l'Organisation internationale de recherche sur le cerveau, qui est en fait une société de neurosciences dont l'objectif est de contribuer au développement des neurosciences dans les pays émergents. Et on s'appuie sur donc, des projets de recherche et la possibilité, on cherche des financements pour échanger des personnels entre nos laboratoires, personnels qui peuvent faire des cours lorsqu'ils sont impliqués dans les enseignements du master, mais bien sûr aussi des personnels qui viennent réaliser des manips dans le cadre de nos projets de recherche. On a déjà bénéficié d'un projet IRSES, c'était l'ancêtre des Staff Exchange, et des RISE qui s'appelait Neuren entre 2013 et 2017, et puis de nouveau Psychomène. Ce n'est pas exactement le même consortium, évidemment, vous vous doutez bien que c'est des choses qui évoluent, mais c'est quand même le même noyau. Dans ce projet Psychomène, donc voilà les partenaires. Alors il y a juste une modification sur cette carte, c'est que quand on a monté le projet, il y avait des discussions entre le Maroc et l'Europe pour que le Maroc devienne un bénéficiaire, comme l'est la Tunisie. Et puis finalement, ces discussions n'ont pas abouti. Le Maroc reste un partenaire associé et non pas un partenaire bénéficiaire. Donc c'est un partenaire associé au même titre que l'Australie, l'Égypte ou le Liban. Mais on reste avec le même nombre de partenaires, le même nombre de mobilités que ce qui était originellement prévu. Donc l'objectif est de caractériser le rôle de polluants d'origine anthropique dans la région méditerranéenne en tant que facteur de risque, notamment pour des pathologies psychiatriques et des comorbidités associées à ces pathologies. Et d'un point de vue mécanistique, on va s'intéresser surtout au rôle de ces polluants dans les réponses neuro-inflammatoires du système nerveux. Donc, on a 10 partenaires académiques. Vous en voyez ici sur la carte la distribution. Et puis, on a 3 partenaires privés qui sont 3 petites PME, 2 en France et 1 en Italie. On n'a pas monté ce projet tout seul dans notre coin. On a bénéficié d'un soutien du Bureau Europe de l'Université de Bordeaux avec les 2 personnes qui sont indiquées ici, Amélie Delmont et Lisa Gébé, dont l'impact a été important. C'est important de pouvoir s'appuyer sur son administration pour aller plus vite sur toutes ces parties administratives, et puis aussi parce que ces services sont souvent assez bien au courant des attentes de la Commission pour ce type de projet. Et puis on a bénéficié d'une ANR MRECEI pour un montant global de 30 000 euros qui nous a permis d'embaucher, enfin de payer un cabinet de consultance pour 10 000 euros pour nous aider pour encadrer l'écriture du projet, c'est-à-dire qu'ils nous mettaient des deadlines, ils imposaient des réunions, des points d'étape pendant lesquels on pouvait discuter de l'avancée du projet, et puis ils ont également contribué à l'écriture réelle de certaines parties du programme, notamment ce qui concerne l'open science par exemple, ou des aspects sur le genre.
Donc j'insiste sur le fait que ces contributions extérieures, qu'elles soient internes à l'université ou carrément externes dans le cadre d'un cabinet de consultance, ça a été pour nous une aide vraiment importante, peut-être déterminante, hein. Excusez-moi, on vous entend plus, Monsieur Landry. Votre micro est coupé. Là, vous m'entendez? Oui, ça y est. Ouais, bah, désolé, j'ai dû faire par erreur. Donc en fait, je ne vais pas rester longtemps là-dessus, mais c'est pour vous montrer la distribution des partenaires le long du programme de travail, avec des gens qui sont impliqués dans les modèles, le comportement des modèles à niveau, des modèles animaux, pardon, les mécanismes inflammatoires, des aspects cliniques chez l'homme, en prenant en considération les deux sexes, qui est quelque chose d'important, hein, dans les programmes européens maintenant. Et puis deux boîtes privées, enfin 3 boîtes privées, l'une ici qui intervient sur le rôle de pollen comme disrupteur endocrinien, perturbateur endocrinien, et puis ici 2 autres sociétés qui nous aident dans la définition de composés naturels avec des propriétés bioactives qui peuvent être testés comme des médicaments contre ces pathologies. Monsieur Landry, on vous entend plus à nouveau. C'est bizarre ça. Bon, écoutez, je vais faire attention, j'ai pas eu l'impression de repasser. Bon, écoutez, voilà, je continue. Alors, donc, je disais que la stratégie était multiple. Elle est transactionnelle dans la mesure où on travaille de la molécule à des modèles animaux et à l'homme, avec des aspects cliniques. Elle est multiniveau, multi-échelle, si vous voulez, puisqu'on va du mécanisme moléculaire au comportement intégré de l'organisme. Et puis elle est intersectorielle, puisqu'on associe le secteur académique et le secteur privé. Je pense que c'est important de montrer le croisement de différents aspects, de différents axes au sein de ces demandes de Staff Exchange. Vous avez ici les croisements, les chevauchements, les interactions possibles entre les partenaires à l'intérieur de chacun des work packages et en fonction des thématiques qui seront abordées. Vous voyez qu'on a des aspects sur le comportement animal ici, puis des aspects qui sont beaucoup plus dédiés à la clinique humaine, ici par exemple, et des aspects plus mécanistiques ici. Donc voilà l'organisation en work package. On a évidemment des work packages de recherche qui sont ici les 4 work packages en orange, mais on a un work package de management. On a recruté, on a mis de côté une partie des crédits B1 et B2 dont on vous a parlé tout à l'heure pour recruter un mi-temps de project manager pour assurer le suivi du projet. On a un work package de transfer of knowledge, je peux y revenir après. Et puis, on a des work packages plus sociétaux sur des aspects de communication, de dissémination et d'exploitation des résultats. Et puis, on a un work package ici d'éthique qui est important parce qu'on doit avoir un comité d'éthique propre au consortium. Et puis, on doit collecter l'ensemble des autorisations éthiques d'expérimentation animale, notamment, pour bien montrer que l'ensemble des partenaires a les autorisations de son gouvernement, enfin de son système de recherche pour faire les expérimentations proposées. Voilà, alors ce transfer of knowledge, ça passe bien sûr par les mobilités, qui est quand même l'axe essentiel majeur de ce projet. En fait, la réussite du projet se liera à la quantité de mobilité effectivement réalisée.
mais ça passe également par des meetings du consortium ou la participation du consortium à des conférences, et puis par l'organisation d'ateliers de formation qu'on va faire notamment dans les pays du Sud. Voilà. Quels sont les impacts attendus de ce projet? Eh bien, les impacts sur la santé, la définition de polluants dangereux et les raisons pour lesquelles ils pourraient être dangereux. Il y a un travail réel sur le renforcement des compétences dans les pays méditerranéens en ce qui concerne la santé mentale, qui est souvent un parent pauvre. Bien sûr, à travers les mobilités, on attend des transferts d'expertise, mais aussi de méthodologie, de technologie entre ces laboratoires de recherche. On est ouvert à des technologies industrielles lorsqu'elles peuvent être diffusées dans les laboratoires de recherche, c'est-à-dire lorsque ce n'est pas des technologies propriétaires. Mais là, on a une de nos partenaires qui travaille sur les perturbateurs endocriniens, qui a des stratégies expérimentales particulières qu'il a développées pour justement identifier ces perturbations endocriniennes. Ce projet s'inscrit dans l'ensemble de la collaboration que je vous ai décrite au début pour renforcer, dynamiser cette collaboration entre les pays du nord et du sud de la Méditerranée sur le long terme. Donc ça fait vraiment partie de cet objectif à très long terme de collaboration nord-sud. Et puis, point important est de former des jeunes scientifiques, mais surtout de les former de manière homogène dans les différents pays partenaires du consortium, de telle manière qu'ils puissent servir de base sur laquelle s'appuyer ensuite pour développer des projets de collaboration et des échanges, encore une fois, à long terme, entre les partenaires. C'est-à-dire que dans les mobilités, il va y avoir des scientifiques seniors qui vont se déplacer, mais il y a aussi beaucoup d'étudiants, doctorants ou post-doctorants. En ce moment à Bordeaux, pour 8 mois, j'ai une doctorante marocaine, par exemple, qui va faire une partie de son travail de thèse dans mon laboratoire dans le cadre de ce projet Psychomède. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. J'ai essayé d'être assez rapide. Je ne sais pas si j'ai réussi. Et je reste ouvert à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Landry, pour cette présentation. Y a-t-il des questions? Donc, n'hésitez pas à lever la main. Alors, pour l'instant, je ne vois pas de questions dans le chat. Alors, dans ce cas-là, si je peux me permettre, je voudrais aussi profiter pour vous poser une question. Donc, on demande dans le dossier de candidature, il est demandé de préciser donc la durabilité du projet donc et l'impact structurant sur les organisations partenaires. Est-ce que vous avez prévu quelque chose à l'échelle de votre projet justement pour assurer la soutenabilité après la fin du projet? Oui, on a prévu des choses. Alors, on a notamment, on s'est beaucoup appuyé sur l'existant, c'est-à-dire que comme on a déjà fait des co-tutelles de thèse, c'est l'un des outils qu'on a mis en avant, de dire que ces collaborations ouvriraient sur des projets collaboratifs qui seront assurés par des doctorants en co-tutelle, par exemple. Donc, ça, en plus, c'est vraiment quelque chose qu'on a déjà fait et qu'on souhaite refaire, mais ça doit partir de data préliminaires qu'on espère obtenir dans le cadre de ce projet. Ça, c'est un exemple. Après, il y a aussi la possibilité, encore une fois, d'avoir des data préliminaires pour demander conjointement des financements scientifiques. Alors, il y a différents exemples. Ça peut être des financements bilatéraux, de type Campus France. Ça peut être au CNRS, il y a un partenariat Afrique, par exemple, avec des appels d'offres qui sont publiés annuellement. Donc, on a identifié en Italie, il y a des projets comme ça. Ma collègue italienne est en train de lancer une demande à l'Europe d'un projet d'éducation en réutilisant les partenaires du consortium. Donc, c'est sont parmi les exemples de ce qu'on a proposé. Alors, si vous voulez, je peux essayer d'être un peu plus précis, mais après, ça va être un peu spécifique aussi à notre
à notre activité. Mais bon, pour la pérennisation, c'est surtout ces aspects-là, hein. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous allons s'il n'y a pas d'autres questions, je n'en vois pas dans le chat, nous allons, passer au prochain intervenant. Donc c'est oh, excusez-moi, c'est, Salem, Benfera, qui est, donc, coordinateur du projet Star Wars, donc qui est au CNRS. Donc les projets Star Wars, c'est un projet, MSCI, Staff Exchange, qui porte sur, l'utilisation, sur la gestion des données, basées sur l'intelligence artificielle, pour, la gestion de l'eau. C'est, donc aussi un consortium international, et intersectoriel avec, notamment, des partenaires, en Europe, mais aussi, en Afrique du Sud, au Maroc, et au Vietnam. Salem, je vous laisse la parole et je vais donc, comme prévu, partager, les slides, pour vous. Excusez-moi. Voilà. Là, je Est-ce vois que pas vous bien. voyez bien, les Non, slides? non, là, je le vois noir, au fait, un écran noir. Je ne sais pas si, je sais pas si les autres voient, hein, mais je sais pas. Sinon, c'est pas. Alors non, si c'est quand même important que vous le voyez, alors je vais essayer de faire, autrement. Mais c'était avant, je le voyais bien, hein, dans tous les autres OK. transports. L'écran est noir, Est-ce bon, que ça va. Je ne suis comme pas ça, tout ça seul. va? On Non, le apparemment, voit pas non l'écran est plus. noir. Non, on Non, voit pas l'écran est encore. tout noir, Eugénia. Ah, Voilà. zut, OK, donc je vais faire autrement. Ou pas besoin de le mettre en plein écran, je pense que ça ira aussi, hein, si c'est ça le problème. Est-ce que Là, maintenant on vous le le voit. voyez? Ouais. Oui. OK, Ouais. parfait. Bah, on va rester comme ça alors. Là, c'est parfait. Ben, merci. Surtout, je voudrais remercier les organisateurs, hein, de m'avoir invité, pour parler de ce projet Star Wars. Et Star Wars, dans les prochains transparents, il y aura ni Guerre des Étoiles. Je ne vais pas parler non plus de Dark Vador, hein. Mais par contre, je vais parler beaucoup de données hétérogènes. Et c'est un projet pluridisciplinaire, entre, des collègues de l'intelligence artificielle sur la gestion des données hétérogènes et puis des collègues des sciences de l'eau. Voilà. Donc, voici à peu près le plan rapide de ma présentation. Dans un premier temps, je vais dire d'abord 2 mots sur le consortium et le projet, que signifie l'acronyme Star Wars. Et ensuite, comme ça a été demandé, je vais faire quelques retours d'expérience, que j'ai décomposé en 3 parties. Une partie sur le montage des projets, quelles sont les difficultés ou les points qu'il faut être vigilant, enfin qu'on a essayé d'être vigilant, hein, je n'ai pas une grande expérience dans ce projet. Et puis sur le Grant Agreement, il y avait quelques points, qu'il faut faire rapidement, donc je dirais aussi quels sont les points qui nous ont posé problème, entre guillemets. Et puis sur le démarrage, parce que c'est un projet qui a démarré depuis le mois de janvier, et voilà, depuis 11 mois, quels sont les points positifs et quelques difficultés que nous avions rencontrées. Et à la fin, je vais faire juste vraiment très, très rapidement pour parler de l'intérêt et de l'impact de ce projet, d'une part sur notre laboratoire, et puis l'impact de manière, plus générale. Voilà. Donc, pour le prochain transparent, où je vais parler de consortium, si on voit sur la carte, il n'y a que 6 partenaires. En réalité, là, j'ai mis les laboratoires. Il y a 6 laboratoires, 2 en France, 1 en Italie, et puis 2 en Afrique du Nord, le Maroc, puis l'Afrique du Sud, et puis l'un de l'Asie du Sud-Est avec le Vietnam. Et dans le prochain transparent, en réalité, en termes de partenaires, parce que ce sont les tutelles qui sont partenaires et non pas les laboratoires de recherche. Et comme il y a une particularité, je ne sais pas si c'est typiquement française, mais en tous les cas, il y a une particularité française, il y a des unités mixtes de recherche.
Et voilà, une unité de recherche, les tutelles doivent apparaître d'une façon ou d'une autre. Donc, le consortium en France, donc le CNRS, c'est le porteur de projet, et le CRIL, c'est le Centre de recherche en informatique de Lens, qui est une UMR, donc unité mixte de recherche. Et comme c'est une unité mixte de recherche, l'Université d'Artois également apparaît, mais elle apparaît ici comme un partenaire associé lié au CNRS. C'est-à-dire, c'est le CNRS qui va gérer tout le budget associé à la fois au personnel du CNRS, propre au CNRS, et au personnel de l'Université d'Artois. Et en plus, le CRIL a une particularité supplémentaire par rapport aux autres UMR, parce qu'il y a un accord de délégation de gestion qui est signé entre l'Université d'Artois et le CNRS, c'est-à-dire c'est le CNRS qui génère la quasi-totalité du budget des CRIL. Ensuite, il y a le CNR. CNR, c'est l'équivalent du CNRS français, à l'exception, c'est des unités propres, avec l'Institut technologique de Pise. Et puis, de nouveau, on rencontre une UMR avec de différentes tutelles, mais qui est le laboratoire hétérosciences de Montpellier, avec deux tutelles. Cette fois-ci, chacune des tutelles apparaît de manière indépendante, qui est l'IRD, Institut de recherche pour le développement, et l'Université de Montpellier, qui apparaît comme deux entités indépendantes. Même si, en réalité, c'est-à-dire ceux qui vont réaliser concrètement le projet scientifique, c'est le même laboratoire, et des fois même, ils sont dans le même bureau. Voilà. Et ensuite, dans le prochain transparent, je parle des partenaires non européens. Donc, nous avons la chance d'avoir un partenaire de l'Afrique du Sud et de l'Université de Cape Town parce qu'il nous apporte une expertise très, très importante sur la représentation des connaissances en intelligence artificielle. Et puis, un partenaire du Maroc avec l'Université de Fès et qui nous apporte une expertise aussi sur tout ce qui touche à la gestion des ontologies. Et puis, un partenaire du Vietnam avec qui nous avions déjà dans le passé des collaborations avec l'Université de Canto. Et le Canto, en fait, sont experts de ce qui est vidéo et de traitement des vidéos, automatique des vidéos et des images. Voilà ce que je peux dire sur le consortium. Donc, il y a des laboratoires, 3 laboratoires en Europe et 3 laboratoires en dehors de l'Europe, même si le nombre de tutelles est important dû à cette exception française de l'UMR. Voilà. Je vais dire maintenant 2 mots sur l'acronyme de prochain transparent. En fait, derrière cet acronyme-là, qui consiste à appliquer les techniques d'intelligence artificielle dans un domaine, nous avons choisi un domaine qui est la gestion des données des réseaux des eaux usées. Il y a 3 questions principales, hein, ça détermine principalement le projet. La première, c'est quel type de données ou de connaissances que nous allons traiter. Ben, ce sont des données hétérogènes et je donnerai quelques exemples de données hétérogènes dans le prochain transparent. Et ensuite, quelles tâches que nous voulons assurer? Ce sont des tâches dictées par l'intelligence artificielle. Ça concerne aussi bien la représentation, c'est-à-dire comment représenter ces données. Ces données sont incomplètes, comment les compléter. Ces données sont multisources, comment les fusionner. Et puis surtout, on arrive à la question de requête explicable, parce que pour avoir la confiance dans les résultats, il faut qu'elles soient exploitables. Ça, c'est des techniques qu'on essaie de développer de manière générique, c'est-à-dire indépendante de l'application. Mais bien sûr, c'est toujours bien d'avoir un fil conducteur, une application qui permet d'illustrer ces problématiques-là. Et l'application que nous avons choisie, c'est les données des réseaux des eaux usées. Voilà pour ce transparent. Et je donne dans le prochain transparent des exemples de données hétérogènes que nous sommes amenés à traiter. Je voudrais dire que la plupart de ces données-là sont des données réelles et nous avons de la chance, grâce à des collègues de Montpellier, des collègues de l'Italie, hein, qui nous ont permis d'avoir énormément de données. Et ça, c'est un point très, très, très important. Hein. Je veux dire, dans un projet qui traite de données, ne pas avoir de données, ça peut être problématique. C'est des données réelles, incomplètes. Donc, parmi ces données, nous avons des images, nous avons des cartes, des données, des bases de données traditionnelles, à l'exception, c'est qu'il y a beaucoup de données manquantes.
C'est très important, surtout pour les collègues de sciences de l'eau. Quand il n'y a pas de données, quand les données sont manquantes, ils ne peuvent pas faire une bonne modélisation. C'est fondamental pour eux d'estimer les valeurs de ces données avec des techniques d'intelligence artificielle. Et puis, il y a des vidéos. Vidéos, c'est les résultats d'inspection, des conduites. Bon, il faut être motivé pour les regarder, mais à traiter de manière automatique, c'est un vrai challenge. Et puis, il y a d'autres données textuelles, des contraintes, etc. Tout ça pour dire, c'est très, très varié. C'est un vrai challenge, un problème très, très important d'essayer de traiter ces données. Voilà sur l'acronyme et la problématique. Je reviendrai un tout petit peu après dans le transparent suivant sur l'aspect scientifique. Donc, je commence maintenant à dire le retour d'expérience, mais quand on a commencé à monter le projet, en fait, clairement, il y avait deux parties. C'est ce que distingue, par exemple, ce type de projet par rapport aux ANR ou même d'autres projets européens qu'on était impliqués. Il y a deux parties qui sont distinctes et importantes. Il y a la première, j'ai envie de dire, assez standard pour les chercheurs, c'est construire le projet, le motiver, le décomposer en work package, raconter une histoire cohérente, bien mettre en valeur les différents outputs du projet, l'impact. J'ai envie de dire, c'est assez classique. Nous avons de l'expérience sur cet aspect-là. Ça n'a pas été... Ça a demandé beaucoup de boulot, mais c'est quelque chose qu'on savait faire. Ce n'était pas un grand challenge pour nous, on savait faire. Une fois qu'on a défini, on a beaucoup discuté, etc. Par contre, il y a un deuxième aspect, c'était difficile à rédiger, tout ce qui est lié au secondment, c'est-à-dire au détachement. Ça joue un rôle important. Donc, pour la partie scientifique, c'était vraiment une partie facile. Vous allez voir, je vais être très, très à l'aise dans le prochain transparent. Donc, dans le prochain transparent, on a dit, bon, là, par exemple, la première des choses qu'il faut faire quand on a des données qui sont très variées, c'est d'essayer de définir un standard ou un langage commun qu'il faut essayer de transformer ces différents hétérogènes dans un format commun avec les ontologies, parce que si on arrive à tout mettre dans un format commun, il y a différents types, c'est-à-dire soit des bases de données, soit des ontologies légères, mais je ne rentre pas dans les aspects techniques, et c'est plus facile de travailler avec. Je ne reste pas très longtemps sur ce transparent, ni sur le suivant. Donc, le suivant, pareil. Donc, on a fait une démarche. On dit, OK, comment on fait? Ça, c'est quelque chose qu'on sait faire. On dit, la première étape, il faut collecter d'abord les données. C'est fondamental. Sans la collecte des données, on ne peut pas évaluer, on ne peut pas faire. Et ensuite, il faut les compléter, les représenter. C'est quelque chose de vraiment qu'on sait faire. Il n'y a pas de problème. On a la démarche, la stratégie, ce n'est pas un souci. Mais le point le plus important, en fait, c'est nous, on veut absolument définir des techniques qui sont indépendantes de l'application technique d'IA. Il faut que ça soit vraiment distinct, ces deux-là. Comme ça, on peut le porter dans d'autres applications. Par contre, je vais dire un mot sur le prochain transparent. Pareil, il y a une continuation. Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Est-ce que les techniques d'apprentissage, etc. Je ne vais pas insister. Je vais juste parler du dernier point. Et c'est très important pour nous. Enfin, ça nous a facilité la tâche parce qu'il y a toute une section sur sciences ouvertes qu'il faut rédiger. Et ça tombait bien parce que parmi les objectifs, parmi les résultats importants qu'on voulait fournir en termes de projet, c'est des données en accès libre. Et c'est des données-là qui sont importantes parce que les données actuelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne sont pas complètes, elles sont incohérentes, elles sont difficiles à être utilisées pour les modélisations hydrauliques. Et donc, on voulait avoir des données pérennes, c'est-à-dire qui restent, des ontologies, et qui sont importantes à la fois pour les sciences de l'eau, pour leur modélisation hydraulique, mais également pour l'intelligence artificielle, parce que même si on a de plus en plus de données, mais beaucoup d'approches de type, par exemple, la fusion d'informations, ou bien le raisonnement, manque de benchmark pour ça. Donc ça, c'est un point important. Et le fait de l'avoir mis comme objectif, comme objectif, ça nous a facilité en partie la rédaction de la section sciences ouvertes. Voilà sur l'aspect scientifique. La partie qui a été difficile, et je pense qu'il ne faut absolument pas la négliger, c'est la partie liée au détachement, parce que c'est le cœur de projet. La recherche se fait à travers le détachement personnel. Là, on a mis un accent, comment promouvoir l'échange de connaissances
Et on n'a pas mis l'accent entre la France et les autres partenaires, mais plus européens et non européens. Ça, c'est un point très, très important. Comment produire de nouvelles connaissances? Et là, ça passe par identifier la complémentarité entre les différents partenaires. Pour nous, c'est relativement facile, mais des fois, ça peut être compliqué. Ce qu'on a mis aussi, c'est qu'on n'a pas mis, bien sûr, un plan d'échange précis. Hein, ce n'est pas ça qui est demandé, mais néanmoins, on a une esquisse d'un plan d'échange. Et l'objectif est de montrer, enfin, pas montrer, enfin, de dire que ce plan-là d'échange qu'on essaie de faire, il va maximiser ce transfert de connaissances. Et comment on a identifié quelques membres de projet, quel est le rôle, bien sûr, ça c'est facile, mais surtout, quelles sont les compétences. Et on a dit dans le projet, voilà, si c'est tel, par exemple, si je prends l'exemple de l'Italie à Montpellier, on a donné un certain ordre dans l'échange. On avait dit que ça serait bien que d'abord, c'est les collègues italiens qui sont spécialistes en ontologie, qu'ils vont voir, qui vont y aller sur Montpellier. Pourquoi Montpellier? Parce que c'est la science de l'eau, science de l'eau, où ils vont leur montrer quelles sont les données des domaines, leur application concrète, quels sont les concepts qu'ils utilisent. Et ensuite, une fois que c'est acquis, les collègues de Montpellier vont repartir. Donc, il y a un certain ordre qu'on a essayé de définir et cet ordre-là doit absolument être lié par rapport aux objectifs. C'est-à-dire, si on veut dire, pour le Work Package 1, par exemple, on va atteindre tel objectif, il vaut mieux le faire dans cet ordre-là plutôt que dans un ordre. Et pareil pour l'aspect, notre projet pluridisciplinaire, parce qu'il y a des collègues, il y a des chercheurs de sciences de l'eau et des chercheurs en intelligence artificielle. Là, c'est naturellement, il va y avoir des échanges de connaissances, mais il faut le dire de quelle façon. Bien sûr, les workshops, etc., c'est des éléments qui aident à faire ça, mais il y a d'autres éléments, d'autres leviers qui permettent de maximiser cet échange-là. Et ce volet-là, ça nous a pris un peu plus de temps parce qu'on n'est pas très habitué à le faire. On a fait des schémas, on a identifié quel type de connaissances qui vont être transférées, des dessins, etc., pour que ça soit lisible et convaincant. Voilà ce que je peux dire sur le montage de projet. Et ensuite, je vais dire 2 mots sur si votre projet est accepté. Bien sûr, le premier jour, il faut le fêter. Ça c'est tout à fait normal. Première précaution, en fait, les résultats arrivent en juillet. Donc, ce n'est pas vraiment le meilleur moment. Il y a un certain nombre de parties qui seront transférées, mais ça, c'est des techniques. Et c'est à ce moment-là qu'on fait connaissance aussi du project officer. Et nous avions de la chance, nous sommes tombés sur quelqu'un, d'une part, qui parle français, et d'autre part, qui nous aide beaucoup, très réactif. C'était très bien. Ce que j'ai envie de dire, le grand agreement, à part le premier jour, voilà, il faut fêter ça. Le deuxième jour, il faut absolument commencer à préparer l'accord de consortium. Même si tout le monde est d'accord, mais atteindre sa signature-là prend vraiment beaucoup de temps, parce qu'on est encore là, nous n'avons pas beaucoup de partenaires. Hein. Nous avions 7, parce que l'université d'Artois est associée, et ça prend vraiment énormément de temps à le rédiger, et le mode étant signé. Et surtout que nous avions de la pression, parce qu'on nous a expliqué clairement que si l'accord de consortium n'est pas signé, il ne peut pas y avoir d'échange. Et cet accord en plus doit être signé juste après le démarrage, 1 mois après le démarrage. Et voilà, si on le commence en juillet, dès que l'acceptation, ça va, mais si on attend à ce que le Grant Agreement soit signé, ça risque de prendre du temps. Après, il y avait une partie qui est facile, nous avons reçu des commentaires, ils nous ont demandé de les prendre en compte, ça n'a pas été très dur. La partie des livrables, on les a un tout petit peu négociés avec le project officer à leur demande. Et pour faciliter ça, pensez, il y a un certain nombre de livrables qui sont obligatoires. Donc, si vous le mettez dès le départ, il n'y a absolument rien à dire. Et pareil pour les risques, il y a un certain nombre de risques qui sont obligatoires. Si on les met dès le départ, on évite de renégocier ces points-là. Je pense qu'il faut éviter de rajouter ou pas des partenaires associés ou affiliés de dernière minute. Nous, on était obligés de changer un tout petit peu parce que l'université d'Artois, au départ, on ne l'a pas mis comme associé. On pensait tout simplement, comme il y avait délégation de gestion, c'était suffisant par le CNRS, mais au final, on l'a rajouté. Bon, ça ne nous a pas pris beaucoup de temps, mais quand même, il y a 2 petites semaines ou un peu plus de négociations.
Une remarque importante, on ne peut pas redistribuer le projet, pardon, le budget c'est pas possible. Je parle de redistribuer. En fait, nous avons eu la demande, nous avons demandé 260 mois et nous avons eu la totalité. Par contre, juste une fois que c'est accepté, certains disent qu'on ne peut pas faire certains secondments et d'autres. Donc, on a essayé de voir s'il y a possibilité de le faire avant la signature de Grant Agreement. Ils nous ont dit que ce n'est pas possible. Et de ce fait, le conseil, je ne sais pas si je suis bien placé pour donner le conseil, mais sur la petite expérience, c'est d'essayer, enfin, vraiment faire comme si le projet est accepté. Et du coup, dans l'estimation de nombre de mois qu'on peut faire, l'idéal, c'est qu'il soit le plus proche de la réalité, même s'il y a un peu de souplesse, de ce que j'ai compris plus tard. Voilà, c'est le Grant Agreement. Et le prochain transparent, je vais vous parler depuis le démarrage, qu'est-ce qu'il y a eu parce qu'il y a eu des difficultés ou pas. Sur le point de scientifique, tout s'est bien passé, tout se passe bien même. Il y avait un risque de données sur les données, hein, de ne pas avoir de données pour pouvoir évaluer et traiter les méthodes et les méthodologies qu'on allait proposer. Ce risque-là, c'est fini, c'est traité. On a pu récupérer beaucoup de données. On continue à collecter les données, mais c'est un risque qui a été résolu. Nous avons déjà organisé plusieurs événements, donc on a commencé à faire la dissémination. Et ça se passe bien, il y a une bonne collaboration, voilà, il n'y a pas de souci au niveau du point de vue scientifique. Ce qu'on a fait, c'est très important, je le dis peut-être, c'est un peu plus loin peut-être, c'est qu'on a signé un template de Secondment Agreement. C'est très important parce qu'il y a la question, est-ce que c'est éligible ou pas? Donc, on a fait un template qui est signé par les deux instituts, hein, c'est l'institut qui envoie et l'institut qui reçoit, puis le chercheur. Comme ça, c'est clair, tout est pareil. Et pareil, à chaque fois qu'il y a un secondment, c'est-à-dire si par exemple quelqu'un vient chez nous pour quelques mois, on a fait un template pour rédiger un rapport d'activité. Et ce template-là, c'est important. Ça va servir d'abord pour le rapport d'activité qu'on va faire au mois de janvier à T13, mais c'est important aussi pour plus tard, s'il y a un audit. Les deux là, Secondment Agreement Template, vont contribuer à dire qu'il y a eu une activité de recherche qui a été faite. Typiquement, dans ce rapport-là, on enregistre, enfin, on met, par exemple, si c'est un exposé, on met des transparences, si c'est un article, on le met, et puis c'est toutes les réunions, etc. C'est un rapport d'activité lié à chaque échange. Il y a un peu d'administration, ça c'est clair. Mais si je dois dire quel est le problème actuellement que nous rencontrons, hein, et que nous avons rencontré, c'est que les délais sont très, 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 très longs pour le visa. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on avait. On savait qu'il y avait des visas, voilà, ça peut prendre du temps. Mais on ne savait pas. Typiquement, par exemple, nous voulions envoyer au départ une chercheuse pour aller en Afrique du Sud pour quelques mois. Et après, on s'est rendu compte que pour moins de 3 mois, il n'y a pas besoin de visa. Et du coup, on a fait 89 jours. Et ça change, donc ça nous pousse à réviser un tout petit peu. Et on n'a pas toutes les informations et surtout, on n'a pas la main sur ça. Pour moi, c'est un frein, si je peux parler librement, hein. Un frein tout petit peu ce type de projet. Des fois, les visas sont trop longs et on ne comprend pas parce qu'on fournit tous les papiers, etc. Et du coup, ça permet de réviser, d'attendre. Et par exemple, pour les prochains secondments qui vont venir, que ce soit en février ou même en avril, on a commencé dès maintenant. On dit, sinon, on aura beaucoup de retard. Voilà sur le démarrage. Et après, il me reste 2 transparents en tout. Je ne vais pas te dire tout ce qu'on a écrit sur l'impact et l'intérêt d'un tel projet. On a écrit beaucoup de choses dans le rapport, mais je vais plus dire quel est l'impact. Et là, j'ai pris juste un exemple sur nous, le laboratoire, et puis de manière générale, après, dans les autres points. Pour le laboratoire, c'est clair que c'est un impact très important, hein. C'est un point très positif, ce type de projet. Enfin, du moins, c'est ce que je ressens, hein. Parce qu'il y a des points qui sont évidents, parce que ça permet
d'augmenter la visibilité de notre laboratoire. Il y a un soutien financier qu'il ne faut pas négliger. Et ça permet de renforcer la collaboration internationale. Ça, c'est important. Par exemple, avec l'Afrique du Sud, c'est quelque chose qu'on va avoir un grand renforcement. Même Vietnam, on avait un peu, mais là, ça se renforce encore. Il y a avoir un impact aussi sur tout ce qui est formation, parce que nous allons avoir des collègues qui sont spécialisés, par exemple, sur la vidéo, ce que nous n'avons pas, par exemple, telles compétences. Et puis, il y a le encadrement aussi des thèses. Ça permet également d'explorer de nouvelles thématiques de recherche. Mais ce projet-là, parce que nous avions dans le CRIL 2 axes de recherche, un orienté connaissance et un orienté contraintes et problèmes difficiles, combinatoires difficiles. Et très récemment, je veux dire, nous avons créé un thème qui est donné. Et ce projet-là, vraiment, est très bien parce que ça permet d'avoir des données générées par le projet qui permet d'alimenter cet axe de recherche. Les données, les standards, ce que j'appelle standards, soit les ontologies ou de la façon de représenter, sont vraiment des résultats qui seront importants. C'est un output très, très important pour la recherche, que ce soit en lien aux sciences de l'eau. Et les méthodes génériques, parce qu'on a essayé de développer des méthodes génériques, ben, ils vont permettre d'aller au-delà de sciences de l'eau. Ça peut s'appliquer à des réseaux urbains de manière générale, et surtout avec des collègues de Montpellier on n'exclut pas du tout qu'il y ait des transferts technologiques au niveau national. Il me reste encore un transparent. C'est le remerciement. D'habitude, je le fais au début, mais je le fais à la fin parce que voilà, c'est toutes les recherches là, depuis janvier, et on a eu ce soutien-là et c'est très, très important. Alors, au départ, il n'y a pas que le soutien financier. Bien sûr, il y a un soutien financier et on a eu un exemple concret parce que la semaine dernière, nous avions organisé, mais tout frais, nous avons organisé une école d'automne sur l'intelligence artificielle et plus précisément sur la thématique du projet, c'est-à-dire la gestion des données hétérogènes. Et le soutien là, de ce projet-là, Star Wars, européen, était vraiment important. Important d'abord parce que ça permet de couvrir un certain nombre d'inscriptions de doctorants, d'une part, et d'autre part, de financer plusieurs conférenciers invités, que ce soit des projets ou pas, et ça, c'est fondamental. Mais également scientifique, parce que sans ce soutien-là, on n'aurait certainement pas inviter des collègues de l'Afrique du Sud qui sont spécialisés sur le raisonnement monotone, mais bon, ça c'est technique, c'est pas très très grave. Et c'était vraiment une chance pour nos étudiants, qui ont été la grande majorité des étudiants en France, des doctorants en France et des post-doctorants et même des collègues, d'avoir un tel exposé. C'est très positif, et en plus c'est enregistré, c'est disponible. Et je termine, même si c'est moi qui fais la présentation aujourd'hui, mais en fait derrière ce projet, il y a beaucoup de monde qui ont travaillé. Et je profite pour remercier tous les membres là, de consortium, mais également les tutelles. Je veux dire, à titre, je sais un peu, c'est la même chose pour les autres partenaires, mais nous, au CRIL, nous avons bénéficié du soutien du CNRS parce que c'est eux qui étaient coordonnateurs des projets, mais également de l'Université d'Artois qui était toujours accessible et que quand nous avions des questions, était là pour nous apporter des réponses. Voilà, le dernier transparent pour vous dire merci et je suis disponible pour répondre à vos questions. Parfait, merci beaucoup, Monsieur Benfera. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Non, il y a eu quelques précisions qui ont été apportées. Alors, c'est le moment, n'hésitez pas. Donc maintenant, si vous souhaitez poser des questions à un de nos intervenants, donc que ce soit Monsieur Benfera ou Monsieur Lancry ou Monsieur Ferreira, ou encore l'équipe du PSN. Donc voilà, vous pouvez le faire maintenant, vous pouvez lever la main ou poser les questions dans le chat. Alors, une question de Philippe Ravier. Il est donc possible d'inviter des chercheurs partenaires non financés sur du budget français?
Je ne sais pas si c'est un rapport avec l'école d'été que j'ai dit tout à l'heure ou pas. Pour moi, oui, tant que ça rentre dans l'activité, parce que l'organisation fait partie d'un des work packages qu'on a fait sur la dissémination. Et dans la dissémination, on organise l'école d'été, on organise des workshops, il est tout à fait normal, il y a de l'argent qui est fait pour les activités de recherche. Donc C'est un rapport. c'est ça, c'est sur le budget des coûts institutionnels que vous Oui, faites c'est ça, venir oui. pour intervenir dans le cadre des activités que vous organisez. Tout à fait, oui. Mais voilà, je Mm. suppose que c'est éligible, mais peut-être vous êtes Non, non, plus. alors je laisse Brito nous corriger, mais effectivement, donc à ma connaissance, c'est tout à fait possible aussi donc de faire si le projet est mis en œuvre comme prévu. Donc vous avez ce budget justement pour faire pour la formation. Donc si c'est de la formation, donc dans le cadre de projets que vous organisez, vous pouvez financer des intervenants qui soient partenaires du projet ou même extérieurs pour participer. Juste pour compléter, donc dans une unit cost, en fait, on considère le coût du personnel, le coût du staff et le coût institutionnel. Je ne vais pas dire que c'est artificiel, parce qu'en fait, il faut considérer le coût unitaire de 4 600 €. Mais l'idée, c'est la suivante, c'est que on a le coût du personnel qui doit être utilisé en totalité pour le staff, pour qu'il soit détaché, d'accord? On considère que c'est le minimum que le staff doit recevoir. Et après, on peut contribuer, compléter avec le coût institutionnel, donc un transfert, j'aurais tendance à dire, du coût social vers le coût du personnel détaché. Mais évidemment, avec ces coûts institutionnels, coûts indirects, coûts de management, il est tout à fait possible, dans l'enveloppe globale, et à condition, ça je ne l'ai pas précisé dans la présentation parce qu'on rentre un peu dans les détails, il faut que les détachements soient réalisés. C'est-à-dire que si vous commencez à budgéter, à planifier de l'utilisation de ces coûts institutionnels, mais à la fin, vous ne réalisez pas les détachements, ces coûts vont être recouvrés par nous. Tout à fait. Donc, j'ai un exemple très concret pour fixer le point. Supposez que vous voulez implémenter, vous voulez réaliser 100 personnes mois de détachement au total. Donc, vous allez commencer à budgéter 460 000 € pour simplifier. Donc, ça fait 2300 pour du coût du personnel détaché, puis le troisièmement de coûts indirects, coûts institutionnels. D'accord? Si à la fin, vous ne réalisez que 70 ou 50 de ces détachements, le budget initial que vous avez prévu pour les coûts indirects et les coûts institutionnels, bah, ils vont être réduits d'autant. Donc, faites attention par rapport à ça. Donc, c'est bien de planifier au départ avec le budget, mais si à la fin, vous ne réalisez qu'une partie des échanges, ces coûts ne sont pas dus. Enfin, ils ne sont pas dus, ils ne seront pas payés, ils ne seront pas éligibles, et ils seront recouvrés par nous. Donc, je conclus pour dire que ces coûts indirects, coûts institutionnels, bien sûr, peuvent être utilisés pour réaliser les activités du projet, comme ça a été indiqué, recruter un gestionnaire de projet, compléter des coûts, parce que dans certains pays, les coûts de vie sont beaucoup plus élevés, ou éventuellement même payer des intervenants ou des détachements qui n'étaient pas prévus initialement dans le budget, mais qui rentrent dans le cadre des objectifs du projet, des objectifs scientifiques du projet. Merci beaucoup Brito pour cette précision. Donc effectivement, c'est un peu un piège auquel il faut être vigilant avec les projets Staff Exchange que de dépenser trop vite des coûts institutionnels avant que les mobilités soient mises en œuvre. Le conseil vraiment que je donne, c'est que ne tablez pas sur 100%. Prévoyez une marge de manœuvre, on ne sait jamais. Non, nous avons un service de gestion qui sera assez carré sur cette question-là. Ils suivent mois par mois. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci à tous les deux. Alors, y a-t-il d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, il ne me reste plus qu'à remercier l'ensemble de nos intervenants pour cette session très informative. Donc, pour votre information, la session a été enregistrée et elle sera donc prochainement disponible sur la page d'annonce de l'événement où vous pourrez la retrouver pour revoir certaines parties si nécessaire. Donc, nous restons à votre disposition.